Bien, merci, bonsoir à tous. Merci également à nos amis et camarades des Côtes d'Armor pour avoir organisé cette initiative. Et merci aussi à nos hôtes de la Vieille Auberge. Alors, quelques mots en guise d'apéritif, comme l'a dit Yves, pour animer la discussion pendant le repas. Et puis, après le repas, consacrer un moment plus long, plus formel peut-être, pour échanger sur les questions qui sont les nôtres, nos préoccupations. Alors le PARDEM, le Parti de la démondialisation, comme son nom l'indique, veut démondialiser. Mais démondialiser, même si cette formule commence à être connue, commence à être diffusée, on en entend parler de plus en plus, beaucoup de gens se demandent ce que veut dire la démondialisation, comment s'y prendre, pourquoi faut-il démondialiser et pourquoi un parti de la démondialisation. Alors en quelques minutes, je voudrais commencer par dire ce qui semble aller de soi. La démondialisation fait référence bien sûr à la mondialisation, puisque nous voulons démondialiser, c'est-à-dire sortir de la mondialisation. Mais de quelle mondialisation parlons-nous? Parce que si on se fie, si on écoute les grands médias, ou la plupart d'ailleurs des partis politiques, la mondialisation est présentée comme un phénomène naturel, un phénomène économique inéluctable, comme un phénomène d'évolution des sciences et des techniques, notamment des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et donc finalement la mondialisation serait un processus naturel, normal, face auquel non seulement on ne pourrait rien, mais surtout face auquel il ne faudrait rien faire, parce que s'opposer à ce qui semble être la modernité, un signe de modernité, un signe d'une évolution naturelle, eh bien, ne peut être que la prétention de gens passéistes, repliés sur eux, bref, des gens peu fréquentables. Ça, c'est la version officielle de la mondialisation. Mais nous parlons, tout ça est réel. Il y a en effet une révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a une interprétation des économies. Il y a des déplacements de population. Tout ça fait partie de l'histoire de l'humanité depuis toujours. Il y a une évolution permanente du progrès, de la circulation, etc., du commerce. Mais nous ne parlons pas de ça quand nous parlons de la mondialisation. Nous parlons de la mondialisation néolibérale. C'est tout à fait différent. La mondialisation néolibérale, c'est une stratégie politique mise en place par les classes dominantes de la triade. La triade, ce sont les élites des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Et ces élites, ces classes dominantes, ces classes dirigeantes, ont fabriqué un processus politique qui s'appelle la mondialisation néolibérale. Pourquoi ont-elles fabriqué ce processus politique? Pour reprendre la main sur les peuples. Parce que dans les années, après les années d'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, on observe la concomitance de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord l'existence des pays que l'on appelle communistes. Quoi que l'on pense de ces pays, le fait de leur existence même empêche le capitalisme de développer son activité à l'échelle planétaire, empêche les firmes multinationales de vendre leurs produits, de grossir comme elles l'espéraient, et prive la logique du marché de territoires énormes avec des centaines de millions d'habitants. Et donc, cette existence même pose un problème aux élites dominantes, aux classes dominantes occidentales.
C'est le premier phénomène. Et puis s'ajoute un deuxième phénomène qui est le processus de décolonisation. La décolonisation a commencé avant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut dire que la Deuxième Guerre mondiale va accélérer le processus de décolonisation. Les pays colonisés s'aperçoivent que finalement les empires, l'empire britannique, l'empire français, sont vulnérables puisque notamment la France a été occupée par les nazis. Ça renforce la volonté des pays colonisés qui vont donc engager la lutte de libération nationale et qui vont de fait s'opposer aux classes dominantes occidentales. C'est un deuxième facteur d'affaiblissement du système capitaliste, appelons-le par son nom, et du pouvoir des classes dominantes. Et puis il y a un troisième phénomène qui s'ajoute dans les années 50, 60, 70, c'est le développement de luttes syndicales dans tous les pays occidentaux, avec bien entendu le moment particulier de mai-juin 68 en France, mais mai-juin 68 en France, c'est pas seulement les étudiants, c'est pas seulement le quartier latin, c'est pas seulement la France, ce sont de très vastes mouvements ouvriers en France, mais en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis, au Japon. Il y a à cette époque un fort sentiment anticapitaliste, une forte volonté de transformation. Il y a des acquis obtenus par le monde du travail. Le rapport des forces s'inverse petit à petit en faveur du monde du travail, en défaveur des classes dominantes. Sur le plan politique et économique, il y a une traduction. Sur le plan politique, la traduction, c'est la décolonisation, c'est le développement des mouvements progressistes, le développement du mouvement syndical, j'en ai parlé, mais aussi dans les entreprises, une perte de contrôle des directions d'entreprise dans les grandes entreprises, en Italie, en France, en Belgique et dans d'autres pays. Les directions d'entreprise perdent le contrôle, il y a une forme de pouvoir ouvrier qui se met en place dans ces années-là et qui laisse augurer des perspectives politiques, des traductions politiques très intéressantes. Et puis sur le plan économique, cette situation se traduit par une baisse de la productivité, une baisse des profits et une inversion du partage de la valeur ajoutée, ce que l'on appelle le partage de la valeur ajoutée, c'est le fait qu'à la fin de l'année, une fois la production effectuée, la production de richesses, ces richesses sont réparties, une part pour le capital, une part pour le travail. Et la proportion affectée à l'un ou à l'autre dépend évidemment de l'intensité de la confrontation entre le capital et le travail. Et donc, dans cette période, on observe que la pression du monde du travail est telle qu'elle pèse sur les profits. Les classes dominantes ne peuvent pas accepter cette situation. Sur le plan politique, sur le plan économique, les profits baissent, elles perdent le contrôle, il y a de l'anticapitalisme chez les ouvriers. Il faut mettre un terme, il faut siffler la fin de la récréation. C'est l'opération de la conversion, de la révolution néolibérale qui s'engage à partir de la fin des années 60 et qui, par des essais, ce n'est pas une nouvelle théorie du complot, ce sont les faits. Petit à petit, à partir de la fin des années 60, il y a la reprise en main par les classes dominantes pour rediscipliner le monde du travail. Il faut redresser les profits, il faut faire baisser la tête au mouvement social, il faut reprendre en main les pays du tiers-monde qui se sont émancipés et qui revendiquent le non-alignement. Alors, c'est la révolution conservatrice. Et cette révolution va emporter la mise. Elle se base d'abord sur la guerre idéologique.
Les médias sont investis par les hommes, les agents du système. Et on le voit aujourd'hui, on voit le résultat, le matraquage médiatique permanent. Cette guerre idéologique va submerger la gauche. Que ce soit la gauche syndicale, que ce soit la gauche politique, elle ne va pas résister, elle ne va pas avoir l'argumentation capable de faire front à cette offensive des classes dominantes, à cette contre-offensive plus exactement. Et donc, on voit le résultat aujourd'hui. On voit le résultat aujourd'hui depuis, finalement, si on prend l'exemple de la France, le tournant de la rigueur, le tournant de 1982-83. Parce que dans notre pays, ce sont bien les socialistes qui ont opéré le tournant néolibéral à partir de 1982-83. Et quand on regarde l'histoire de notre pays depuis cette période, on s'aperçoit que ce sont les socialistes qui ont été les plus actifs dans la mise en œuvre, et même pas seulement la mise en œuvre, mais dans la conception des politiques néolibérales. Ils sont apparus comme les meilleurs agents, les meilleurs défenseurs des classes dominantes, mieux que la droite, parce qu'en plus de la droite, ils organisent en permanence la diversion auprès des gens qui considèrent que, comme il s'agit d'un parti qui s'affiche de gauche, eh bien, après tout, c'est toujours mieux que la droite. Et nous sommes donc depuis une quarantaine d'années, plus de 40 ans, dans un système verrouillé où nous avons pour perspective que le choix entre la droite, dans ses différentes facettes, et cette gauche socialiste avec ses satellites, les satellites les plus proches, comme Europe Écologie Les Verts, et puis des satellites un peu plus éloignés, comme le Parti communiste français. Alors, dans cette situation, eh bien, on observe que depuis 40 ans, depuis le retournement du Parti socialiste en 82-83, la situation ne fait que se dégrader dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine social, le chômage de masse organisé volontairement comme instrument majeur pour rediscipliner le salariat, et puis sur le plan politique, la dégradation de la démocratie, la domination des médias, la dégradation des mœurs politiques, la fabrication du Front National comme un nouvel os à ronger pour verrouiller le système. Nous sommes, la plupart d'entre nous, issus de la gauche. Nous avons, pour beaucoup, été militants de partis de gauche. Et nous avons analysé cette situation parce qu'il nous a semblé qu'on ne pouvait plus fonctionner seulement avec des incantations. Sortir son petit drapeau, ouais, je suis de gauche, oui, la gauche, vive la gauche, on va faire une politique de gauche, il faut faire gagner la gauche, il faut faire barrage à la droite. Mais tout ça ne fonctionne plus, c'est terminé. La confusion entre la gauche et la droite est telle aujourd'hui qu'il y a un écœurement général dans la population. Et nous nous sommes mis à réfléchir à cette question-là. Et la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle politique. À la fin d'un cycle politique qui a été ouvert au XIXe siècle avec l'émergence du mouvement ouvrier. Petite parenthèse, le mouvement ouvrier au XIXe siècle, à ses débuts, s'est opposé à la gauche. On l'oublie, mais le mouvement ouvrier, Monsieur Thiers, on en parlait à table ce midi, Thiers, le massacreur de la Commune, c'est quelqu'un de gauche, il ne faut pas l'oublier. Jules Ferry, celui qui a développé la colonisation au nom de la civilisation, c'était quelqu'un de gauche. Il y a dans les racines de ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui la situation que nous connaissons actuellement. Le mouvement ouvrier s'est développé contre la gauche, c'est-à-dire contre les parlementaires républicains qui se camouflaient au Parlement et qui finalement voulaient aménager la République au service
de l'industrie. Nous sommes, et que le mouvement ouvrier, à l'époque, n'avait pas de représentation politique. Nous sommes probablement dans la même situation qu'aujourd'hui. Le mouvement ouvrier, aujourd'hui, n'a pas de représentation politique, n'a plus de représentation politique. Et au-delà du mouvement ouvrier, parlons du peuple. Le peuple n'a plus de représentation politique parce que ceux qui prétendaient défendre le peuple font des politiques néolibérales. Les socialistes, comme la droite, font des politiques néolibérales. Les satellites du Parti socialiste acceptent les politiques néolibérales. Que l'on pense à cette caricaturale gauche plurielle sous le gouvernement Jospin, record de privatisation avec la participation de ministres communistes. Eh bien, il faut mettre un terme à cette situation. Nous considérons, c'est le choix que nous avons fait, qu'il faut démarrer un processus de recomposition, de régénération de la vie politique française, des partis politiques, et c'est la raison d'être du PARDEM. Le parti de la démondialisation est au début d'un long processus de reconstruction des forces de l'organisation politique au service du peuple, face à l'ensemble de cette caste politique qui a failli. Alors, je termine, j'espère que je n'ai pas coupé l'appétit à nos amis, parce que c'est vrai que la situation n'est pas très brillante, mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'une masse énorme et croissante de citoyens, plus ou moins confusément, sont d'accord avec ça. C'est-à-dire que nous sommes certainement là où les gens attendent qu'il se passe quelque chose. À nous de déclencher l'étincelle qui va permettre d'embraser la population et faire en sorte que nous soyons nombreux. Et l'occasion que nous avons saisie, ce sont les élections, bien entendu. L'élection présidentielle et les élections législatives où nous allons présenter un certain nombre de candidats. Je termine là-dessus. Notre objectif pour les élections 2017, c'est de balayer, d'abord, premier objectif, c'est balayer les duettistes de l'alternance, comme on les appelle. Les duettistes de l'alternance, ce sont les Républicains et leurs satellites, centristes, etc., UDI, tout ce qu'on veut, et les socialistes et leurs satellites, essentiellement Europe Écologie Les Verts. Il faut les balayer. Mais si on les balaye pour que ce soit la droite qui revienne, ça ne suffit pas. Il faut les balayer. Mais il faut aussi balayer la droite et ceux qui sont les challengers, qui se présentent comme les challengers. Il y a 3 challengers pour l'élection présidentielle et après pour les élections législatives. C'est M. Macron, c'est M. Mélenchon et c'est Mme Le Pen. Ils postulent à être présents au second tour et sont aidés par les médias. Les trois sont aidés par les médias pour des raisons différentes. Monsieur Macron, un mot sur Monsieur Macron. Monsieur Macron, c'est l'agent direct de la haute finance dans la vie politique. La haute finance, Monsieur Macron, inspecteur des finances, ancien de chez Rothschild, a été placé là par ses amis pour utiliser le désarroi d'une partie de l'électorat socialiste afin de se présenter comme un candidat de gauche possible, ce qui est absolument hallucinant. Et quand vous regardez les sondages, on s'aperçoit qu'une proportion non négligeable de l'électorat socialiste considère que le meilleur candidat de gauche serait M. Macron. Mais vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est la dilution de tous les repères. M. Macron, c'est l'agent direct financé par la haute finance. Il a un projet d'accompagnement du néolibéralisme. Il faut le balayer, il faut le démasquer. Monsieur Mélenchon,
M. Mélenchon, c'est un ancien socialiste qui, aujourd'hui, utilise son verbe brillant et percutant au service d'une mauvaise cause. Parce que M. Mélenchon, dans la mesure où il refuse de sortir de l'euro et de l'Union européenne, dans la mesure où il refuse la démondialisation, entraîne les gens qui le suivent dans une impasse. Parce qu'une fois au gouvernement, que va-t-il faire? Il fera comme les autres. Il fera d'ailleurs comme il a fait quand il était au gouvernement de M. Jospin. N'oublions pas qu'il a fait partie du gouvernement qui détient le record de privatisation. Et puis, Madame Le Pen, fabriquée elle aussi par les médias. On observera que les trois, Macron, Mélenchon et Le Pen, sont des pures créatures médiatiques. On pourrait approfondir les raisons pour lesquelles les médias fabriquent ces personnages. La raison principale, c'est qu'on jette des diversions pour la population, pour éviter qu'elle se pose les bonnes questions. Et finalement, on verrouille le système pour empêcher la prise de conscience de ce qui est le plus essentiel, la nécessité de démondialiser, c'est-à-dire la nécessité de sortir de l'ordre néolibéral mondial en sortant de l'euro, de l'Union européenne, de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale. Telles sont de façon unilatérale. Madame Le Pen donne, évidemment, quand on l'écoute, on se dit, ben oui, mais alors vous êtes comme Madame Le Pen, le Front National, puisque, comme elle, vous voulez sortir de l'euro de l'Union européenne. Non, 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 attention, il faut être beaucoup plus attentif que cela. Parce que, bien sûr, quand on l'entend comme ça, c'est l'impression que l'on a. Mais la vérité du programme du Front National, c'est quoi? C'est une mystification sur la sortie de l'euro de l'Union européenne, pour deux raisons. La première raison, c'est que Madame Le Pen veut une sortie groupée de l'euro. Sortie groupée, ça veut dire qu'elle ne veut pas sortir de l'euro s'il n'y a pas d'autres pays qui accompagnent la France. Mais enfin, ça n'a aucun sens, puisque aucun pays, en l'état actuel des choses, aucun pays ne veut sortir de l'euro. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend que d'autres pays décident de sortir de l'euro. Si l'euro est aussi négatif que cela, et il est hyper négatif, c'est une arme de destruction massive de l'emploi. Il faut sortir de l'euro de façon unilatérale, ce que se refuse de faire Madame Le Pen. Et puis la deuxième raison qui démontre les artifices de Madame Le Pen, la mystification, c'est le fait qu'elle demande un référendum après l'élection présidentielle. Elle dit la chose suivante: si je suis élu, je vais convoquer un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Et donc, les citoyens vont donc pouvoir s'exprimer. Mais c'est là la mystification. Parce que si Madame Le Pen met clairement dans son programme, si je suis élu, j'organiserai la sortie de la France de l'euro de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de référendum. Le référendum, c'est l'élection présidentielle. Pourquoi fait-elle ça? Parce qu'elle fait de la politique politicienne comme tout le monde, comme pour franchir la dernière étape de l'accession au pouvoir, il lui manque les voix des seniors. Si vous regardez les statistiques électorales, les seniors sont la fraction de la population qui vote le moins pour le Front National. Et sur quoi hésite-t-il? Sur la question de l'Union européenne et de l'euro. Les seniors sont marqués plus que les autres par la guerre, ils ont été sensibles plus que d'autres au charabia de l'Union européenne sur la paix, l'Union européenne facteur de paix, blablabla, et donc cette population est un peu hermétique au message du Front National, en donnant des signes à cet électorat que finalement la sortie de l'euro de l'Union européenne n'est pas aussi verrouillée que cela pour le FN, qu'il y a des petites marges de manœuvre. Elle espère, Madame Le Pen, grappiller des voix du côté de l'électorat senior. Bon, nous, notre objectif dans ces élections, c'est de nous faire connaître, de profiter de l'occasion pour nous faire connaître et de faire connaître notre programme, de rencontrer les démondialisateurs, c'est-à-dire tous ces gens
qui ont la même analyse que nous, qui ne la formulent pas évidemment comme nous, parce que nous, on est un parti politique, on réfléchit collectivement, mais qui sont prêts à agir. Tel est l'objectif, tel est l'intérêt pour nous de cette campagne électorale. Alors, on peut faire des choses vraiment excellentes dans cette campagne. Il faut se mobiliser, il faut que nous ayons des candidats dans des départements entiers, dans des régions entières. Nous n'arriverons pas, nous n'avons pas les moyens financiers d'être dans toutes les circonscriptions de France. Mais là où nous serons, nous allons concentrer le feu. Et il faut le nerf de la guerre, il faut déjà que nous mobilisions de l'argent pour payer la campagne. Il faut des candidats, il faut des suppléants et il faut de l'enthousiasme. Et nous avons toutes les raisons d'avoir de l'enthousiasme parce que dans ce climat délétère, il y a une petite lumière, il y a une perspective que nous ressentons parce que nous voyons bien que nous sommes en vibration avec une masse de gens. À nous de rencontrer ces gens, ces personnes, de discuter avec eux, de leur donner confiance et de construire le PARDEM, le Parti de la démondialisation, qui est au début de cette longue marche. Voilà, bon appétit.